un juge se moque des jumelles noires au tribunal, ne connaissant pas leur génie juridique dans une confrontation vérité ou mensonge. La salle d'audience crépitait d'une tension inexprimée, une charge électrique qui s'accumulait dans l'air alors que Malcolm et Marcus Bennett prenaient place à la table de la défense. Tous les yeux étaient braqués sur eux, certains remplis de curiosité, d'autres d'un scepticisme à peine voilé. Le bourdonnement des conversations chuchotées emplissait la salle, un mélange d'intrigue et d'attente, comme si les spectateurs avaient déjà décidé de l'issue du procès avant même le début du procès. La grandeur de la salle d'audience elle-même, symbole de justice, contrastait ironiquement avec le poids de l'injustice qui pesait sur les débats. D'imposants bancs en acajou, des sols polis luisants sous la faible lumière et la présence solennelle du drapeau américain ne parvenèrent pas à masquer la corruption qui souillait ces murs depuis des années. Au centre de tout cela, perché sur son banc, se trouvait le juge Samuel Hawthorne, son expression déjà marquée par le désintérêt et la condescendance. L'affaire qui lui était soumise aurait dû être simple. Elijah Carter, un homme noir, travailleur sans casier judiciaire, était accusé d'un vol qu'il n'avait pas commis. Les preuves contre lui étaient minces, basées sur une seule déclaration de témoin peu fiable et sur une image vague d'une caméra de sécurité qui aurait pu être celle de n'importe qui. Mais les faits avaient peu d'importance dans cette salle d'audience, où la vérité fléchissait sous le poids de la partialité. Dès l'instant où Malcolm et Marcus étaient entrés, ils savaient qu'ils s'engageaient dans une bataille difficile, une bataille qui avait été truquée contre eux avant même qu'ils n'aient eu la chance de parler. Le juge Hawthorne se pencha légèrement en avant, ses lèvres minces se courbant en quelque chose qui ressemblait à de l'amusement, alors qu'il regardait les deux jeunes avocats noirs. Il les examina comme on évalue une bizarrerie, comme si leur présence même dans sa salle d'audience était une sorte d'anomalie. Sa réputation le précédait, sévère, inflexible et largement connu pour ses décisions sévères contre les accusés noirs. En plus de cela, c'était un homme qui croyait au contrôle, à l'autorité absolue de son maillet, et qui voulait faire comprendre clairement qui détenait le pouvoir dans sa salle d'audience. Le fait que Malcolm et Marcus aient osé pénétrer dans son domaine en tant qu'égaux, en tant que professionnels du droit, semblait le trouver à la fois amusant et offensant. Sa voix, lente et posée, portait une nuance de dédain indubitable alors qu'il remettait en question la légitimité de leur titre de compétence. Il s'adressait à eux non pas comme à des avocats, mais comme à des étudiants indignes de leur place devant lui. Ces mots, à peine voilés sous des formalités juridiques, demandaient s'ils comprenaient même la gravité de la procédure. Ils parlaient comme s'ils étaient des invités dans un monde auquel ils n'appartenaient pas, son regard oscillant entre eux avec quelque chose qui n'était pas tout à fait de la curiosité, mais plutôt la certitude suffisante qu'ils ne résisteraient pas à son examen minutieux. Malcolm était assis le dos droit, les mains fermement posées sur la table, absorbant chaque mot sans broncher. Son attitude calme était le fruit d'années passées à maîtriser la retenue face à l'ignorance. Il refusait de donner à Hawthorne la satisfaction d'une réaction. Au lieu de cela, il écoutait, analysait soigneusement chaque remarque, les classant comme des pièces à conviction pour une utilisation ultérieure. Marcus, cependant, s'efforçait de rester immobile. Ses doigts tapotaient légèrement sur la table, sa mâchoire serrée, sa respiration mesurée mais tendue. Il n'avait jamais été du genre à tolérer le manque de respect et l'effort qu'il lui fallait pour rester assis, pour résister à l'envie de se lever et de croiser le regard de Hawthorne alors que le feu brûlait en lui, n'était rien de moins que monumental. Tandis que l'accusation présentait ses conclusions préliminaires, il devint évident que l'accusation contre Elijah ne reposait sur rien d'autre que des suppositions et des convenances. Les prétendues preuves ne consistaient en rien de concret, rien qui puisse être retenu devant un tribunal équitable. Mais ce n'était pas un tribunal équitable. Hawthorne écoutait attentivement lorsque le procureur parlait, hochant la tête et émettant de temps en temps un bourdonnement d'approbation satisfait. Lorsque ce fut le tour de Malcolm de répliquer, cependant, le changement de ton était évident. Les interruptions commencèrent presque immédiatement, des objections soutenues sans fondement, des déclarations coupées sous prétexte de non-pertinence. Les arguments de Malcolm, clairs et méthodiquement structurés, furent rejetés avec une facilité désinvolte,
comme si ces mots avaient moins de poids dès qu'ils quittaient sa bouche. Marcus observait l'échange se dérouler, sa frustration bouillonnant juste sous la surface. Chaque fois que Malcolm tentait de présenter un argument valable, Hawthorne trouvait un moyen de le diminuer. Le visage du juge dissimulait à peine son amusement tandis qu'il se penchait en arrière sur sa chaise, les regardant lutter contre un mur invisible qu'il n'avait aucune intention de les laisser percer. Le cycle se répétait. Chaque tentative d'introduire des preuves se heurtait à des formalités administratives. Chaque contestation de l'accusation se voyait confrontée à un rejet rapide et infondé. Les jumeaux ne se battaient pas seulement pour la liberté de leurs clients, ils se battaient contre tout un système conçu pour les faire taire. Elijah était assis entre eux, les mains fermement jointes sur ses genoux, la posture raide. Il avait déjà vu cela auparavant, il avait entendu dire que cela arrivait à d'autres. Il avait vu des affaires comme la sienne s'effondrer sous le poids de la partialité judiciaire. La seule différence était qu'à présent, c'était lui qui était assis sur la chaise, celui qui voyait son avenir lui échapper de plus en plus à chaque décision qui favorisait l'accusation. Il avait placé sa confiance en Malcolm et Marcus, mais même la confiance avait ses limites face à un tribunal qui refusait de reconnaître la justice. L'affaire avançait, mais le schéma restait inchangé. La partialité de Hawthorne devenait de plus en plus flagrante à chaque instant. Son ton devenait plus dur, ses récusations plus fortes. Il saisissait toutes les occasions de les rabaisser, glissant des commentaires indirects sur leur expérience, leur méthode, leur audace à croire qu'ils pouvaient défier l'accusation. Et pourtant, malgré tout cela, Malcolm restait calme. Il voyait le jeu se dérouler, voyait la stratégie délibérée de contrôle et de manipulation, et il savait que riposter trop fort, trop tôt, ne permettrait qu'à Hawthorne de resserrer son emprise. Au lieu de cela, il choisit la patience. Un bref coup d'œil à Marcus fut tout ce qu'il fallut pour qu'une compréhension tacite s'établisse entre eux. Ce n'était pas le moment de se venger, ce n'était pas encore le moment de dévoiler leur jeu. Ils étaient venus préparés, non seulement pour le procès, mais pour le combat qui allait suivre. Ils avaient étudié les décisions précédentes de Hawthorne, retracé le schéma de ses injustices, découvert les squelettes enfouis sous le poids de son autorité. Ils savaient ce qu'ils devaient refaire, mais le timing était primordial. Pour l'instant, ils le laissaient croire qu'il gagnait. Marcus se déplaça légèrement sur son siège, expirant lentement en ajustant sa posture, sa frustration remplacée par une résolution tranquille. Il comprenait maintenant. Malcolm avait raison. Cette bataille n'était pas gagnée dans les premiers rounds. Elle était gagnée dans les derniers instants, lorsque l'adversaire se croyait intouchable, lorsque l'arrogance devenait sa plus grande faiblesse. Hawthorne pensait avoir le contrôle, mais il les avait sous-estimés. Il avait pris leur retenue pour de la soumission, leur silence pour une défaite. Le procès continua. Mais pour la première fois, les jumeaux ne réagissèrent plus. Ils observaient, calculaient. Chaque mouvement de Hawthorne, chaque décision, chaque remarque biaisée était un autre fil qui se tissait dans la toile qu'ils s'apprêtaient à démêler. Le moment arrivait. Ils pouvaient le sentir. Et quand il arriverait, ils seraient prêts. Le procès était devenu moins une affaire de justice qu'un spectacle. Ce qui avait commencé comme une bataille pour la vérité s'était rapidement transformé en un théâtre de moquerie, avec le juge Samuel Hawthorne comme chef de file. Son ton, déjà teinté de dédain, était désormais franchement amusé, tandis qu'il déformait les arguments bien structurés des jumeaux pour alimenter le scepticisme du jury. Chaque fois que Malcolm prenait la parole, exposant soigneusement les incohérences de l'accusation, Hawthorne l'interrompait avec un sourire moqueur, rejetant son raisonnement comme une absurdité trop compliquée. Lorsque Marcus enchaînait avec une contestation directe des preuves, ou de leur absence, Hawthorne se penchait en avant avec un soupir presque performatif, se frottant les tempes comme s'il était accablé par leur prétendue ignorance. Le jury, soigneusement sélectionné sous sa supervision, lui répondit de la même manière. Des sourires narquois, à peine dissimulés, passèrent sur leur visage. Quelques-uns riaient franchement aux remarques du juge, enhardis par son dédain à peine voilé. Les jumeaux ne se contentaient pas de se battre contre un procureur ou un système injuste. Ils se battaient contre une mise en scène orchestrée pour leur perte. À chaque heure qui passait, les tactiques de Hawthorne devenaient plus effrontées.
Il exagérait leurs faux pas, déformait leurs propos pour créer l'illusion de l'incompétence. Lorsque Malcolm faisait référence à la jurisprudence, Hawthorne feignait la confusion, se demandant si de tels précédents étaient même applicables. Lorsque Marcus soulignait les contradictions dans les témoignages des témoins, le juge les écartait d'un geste de la main comme s'il s'agissait d'une analyse excessive. Sa voix dégoulinant de condescendance alors qu'il conseillait aux jeunes avocats de se concentrer sur la logique du monde réel plutôt que sur les théories des manuels. Les mots tombaient comme des coups, chacun étant destiné à éroder leur crédibilité. Daniel Whittaker, le procureur, a pleinement profité de ce déséquilibre fabriqué. Là où il aurait pu être confronté à des difficultés dans une salle d'audience équitable, il avançait ici avec aisance, élaborant des récits trompeurs destinés à pousser les jumeaux dans leur dernier retranchement. Ces questions aux témoins étaient formulées avec intention, entrecoupées de suggestions subtiles qui déformaient les faits en quelque chose de plus accablant. Ces déclarations au jury jouaient sur l'émotion plutôt que sur la raison, dépeignant Elijah Carter comme un coupable probable, en se basant non pas sur des preuves, mais sur des attentes. Les images de sécurité manquantes, les rapports mal classés, chaque élément d'information opportunément absent a clairement montré qu'il ne s'agissait pas seulement d'un parti pris, mais d'un sabotage. Les témoins, qui auraient pu réfuter les allégations de l'accusation, étaient mystérieusement indisponibles. Leurs témoignages soudainement jugés peu fiables. D'autres, ceux qui étaient prêts à soutenir l'accusation contre Elijah, avaient leurs histoires commodément alignées, leurs déclarations répétées pour correspondre à la version des événements de l'accusation. Whittaker, enhardi par le favoritisme de Hawthorne, a présenté chaque point trompeur avec une confiance inébranlable, sachant que toute protestation de la défense serait rapidement rejetée. Marcus serra les poings sous la table, se forçant à rester immobile, tandis que Hawthorne souriait en réponse à l'une des inventions les plus flagrantes de Whittaker. Il n'y avait aucune logique dans tout cela, aucune règle, aucune équité. Il pouvait sentir le poids de tout cela peser sur lui, l'audace pure de la corruption qui se déroulait sous leurs yeux, l'envie de s'en prendre à lui, de déchirer la tromperie soigneusement construite avec une vérité brute et non filtrée, lui brûlait la poitrine. Mais il vit alors Malcolm, la posture inchangée, les yeux toujours calmes, toujours en train d'observer. C'est à ce moment-là que Marcus comprit. Son frère attendait, pas l'équité, pas une opportunité qui ne se présenterait jamais, mais le bon moment pour frapper. Malcolm avait vu cela se dérouler avant même qu'il n'entre dans la salle d'audience. Il savait que Hawthorne et Whittaker joueraient leur rôle à la perfection, qu'ils croiraient en leur propre invulnérabilité. C'était pourquoi il était resté calme, pourquoi il avait permis au spectacle de continuer sans contrôle. Puis arriva le moment que Malcolm attendait. Hawthorne, fier de son autorité incontrôlée, se pencha en avant et, avec une arrogance à peine dissimulée, les défia ouvertement. Si la défense était si confiante, songea-t-il, alors elle ne s'opposerait sûrement pas à un test de vérité, un test qui permettrait aux faits de parler d'eux-mêmes. Marcus s'immobilisa à ces mots. Le changement dans la salle d'audience était presque imperceptible, un léger changement dans l'air, un resserrement de cordes invisible. Hawthorne se croyait intouchable, tellement sûr de son contrôle sur la procédure qu'il était prêt à entretenir l'illusion de l'équité, s'attendant pleinement à ce que les jumeaux s'effondrent sous son poids. Il n'avait aucune idée qu'il venait de leur donner exactement ce dont ils avaient besoin. La réponse de Malcolm se fit sans effort. Il proposa un défi, vérité ou mensonge, un précédent ancien mais reconnu juridiquement, conçu pour éliminer toute ambiguïté et imposer une clarté absolue dans une affaire. En vertu de ce défi, chaque affirmation de l'accusation serait soumise à des preuves irréfutables. Aucune supposition, aucune conjecture, seules des preuves vérifiables pourraient tenir. La charge de la vérité reposerait entièrement sur le cas de Whittaker, sur le fondement même que Hawthorne avait soutenu avec une certitude inébranlable. Il y eut un moment de silence avant que Hawthorne ne lâche un rire aigu et condescendant. L'audace pure de la proposition semblait l'amuser. Croyait-il vraiment pouvoir gagner dans son tribunal sous son regard scrutateur? Son sourire était celui d'un homme qui avait déjà décidé de l'issue. Mais l'amusement était une chose dangereuse lorsqu'il était associé à l'arrogance, et Malcolm le savait. Hawthorne acquiesça d'un geste dédaigneux de la main, comme s'il accédait à la demande d'un enfant
en étant sûr que cela se terminerait par un échec. Whittaker, debout à côté de lui, hocha la tête, tout aussi sûr de la force de l'accusation. Il accepta le défi avec plaisir, désireux d'humilier encore plus les jumeaux, de démonter leur argumentation pièce par pièce. Mais ils étaient trop aveuglés par leur propre certitude pour remarquer le subtil changement entre Malcolm et Marcus. Un regard échangé, bref, mais plein de sens. Ce n'était pas de l'incertitude, ni de l'hésitation, c'était autre chose. Hawthorne venait d'ouvrir la porte qu'ils attendaient. Ce que ni le juge ni l'accusation ne savaient, c'est que Malcolm et Marcus avaient découvert quelque chose de bien plus grave que les failles de cette affaire. Lors de leur préparation, ils étaient allés plus loin, avaient retracé la corruption non seulement dans le procès d'Elijah, mais dans d'autres avant lui. Ils avaient suivi les tendances, examiné les affaires passées présidées par Hawthorne, étudié les condamnations de Whittaker, étudié les fines lignes entre partialité et faute professionnelle délibérée. Et ils l'avaient trouvé, enfoui sous des années de pouvoir incontrôlé, caché sous l'illusion de l'autorité. Une vérité qui ne pouvait être ignorée. Une vérité qui, une fois dévoilée, laisserait Hawthorne sans aucun endroit où se cacher. Marcus expira lentement, s'installant sur son siège. Il n'y avait plus besoin de colère maintenant, plus besoin de frustration. Le piège avait été tendu, les pièces du puzzle s'étaient remises en place. Hawthorne n'avait aucune idée qu'il venait de tout miser, et il était sur le point de perdre. La salle d'audience n'avait jamais été aussi silencieuse. L'air semblait plus lourd à présent, épais d'anticipation, alors que la soi-disant confrontation, vérité ou mensonge, commençait. Malcolm et Marcus étaient assis avec une confiance inébranlable, leurs regards fixés sur la table de l'accusation, comme s'ils se préparaient déjà à démanteler les fondations mêmes sur lesquelles Whittaker avait construit son dossier. En face d'eux, le sourire narquois du procureur restait intact, mais ses doigts tremblaient légèrement contre ses papiers, trahissant les premiers signes de malaise. Le juge Hawthorne, toujours enveloppé de son aura d'arrogance, s'appuya contre le dossier de sa chaise comme s'il s'attendait à profiter d'une énième démonstration de domination sans effort. Malcolm parle le premier, d'une voix égale, d'un ton mesuré. Il énuméra les premières allégations de l'accusation. L'accusation selon laquelle Elijah Carter avait été identifié sur les lieux du crime grâce à des images de sécurité. Puis, il déposa la première vérité indéniable sur la table. Les images, lorsqu'elles étaient diffusées à la plus haute résolution disponible, ne montraient pas clairement le visage d'Elijah. En fait, les traits de l'individu étaient si indistincts qu'aucune analyse médico-légale crédible ne pouvait affirmer de manière concluante qu'il s'agissait de lui. C'était une supposition fabriquée, pas un fait. Marcus suivit sans détour, soulignant que l'accusation avait présenté ces images au jury comme une preuve irréfutable, tout en sachant qu'elle n'était pas concluante. La première fissure apparut. Whittaker se moqua, balayant leur argumentation comme une complication excessive des preuves, mais Malcolm était déjà passé au point suivant. Le soi-disant témoin oculaire, un homme qui avait précédemment fait une déclaration confiante identifiant Elijah, avait initialement décrit le suspect comme mesurant 1,73 m et boitant distinctement. Elijah Carter mesurait 1,88 m et n'avait jamais été blessé. Lorsqu'on lui a demandé directement si le témoin pouvait encore confirmer son identification après examen des faits, il a hésité. Les jumeaux ont insisté davantage, l'obligeant à reconnaître qu'il avait été encouragé par les détectives à identifier Elijah comme le suspect. Encouragé. Un autre mot pour dire contraint. Le jury a bougé sur ses sièges. Hawthorne s'est brusquement raclé la gorge, coupant court au moment, écartant la révélation comme pas particulièrement pertinente. La tension dans la salle d'audience s'est accentuée. Le juge n'avait même pas tenté de masquer sa partialité cette fois, son désespoir glissant entre les mailles du filet. Les jumeaux ont continué. Chaque déclaration manipulée a été épluchée, débarrassée de son prétexte et laissée exposée pour ce qu'elle était vraiment, une fabrication. Les preuves égarées ont ensuite été remises en question. Marcus a fait apparaître un rapport officiel montrant qu'une pièce clé de la preuve médico-légale avait été enregistrée en garde à vue, sauf qu'elle avait mystérieusement disparu avant que la défense ne soit autorisée à l'examiner. Malcolm a ensuite présenté une copie du registre d'inventaire,
prouvant que les preuves avaient été signées par un officier ayant des liens connus avec le bureau du procureur. Une autre fissure. La confiance de Whittaker avait commencé à faiblir, mais Hawthorne était toujours là, essayant de maintenir la structure en place. Le juge s'est penché en avant, ses mains agrippant les accoudoirs de sa chaise, son ton plus tranchant maintenant. Il a rejeté les conclusions de la défense comme des insinuations sans véritable poids, puis les a avertis de ne pas se lancer dans des spéculations imprudentes. Malcolm a simplement jeté un coup d'œil à Marcus. Il était temps. Marcus a fouillé dans sa mallette et en a sorti un dossier dont le contenu était intact par les mains de ceux qui cherchaient à le supprimer. Sa voix était ferme lorsqu'il l'a déposé sur la table devant le tribunal. Ce n'était pas juste un autre élément de preuve. C'était une transcription classifiée. Un échange documenté entre deux individus qui avaient parlé en supposant que leurs mots ne verraient jamais la lumière du jour. L'expression de Hawthorne s'est assombrie instantanément. Malcolm ouvrit le procès-verbal, sa voix tranchant la salle d'audience avec une précision presque chirurgicale. La conversation détailla l'accord entre le juge Hawthorne et le procureur Whittaker. Un accord explicite pour garantir une condamnation contre Elijah Carter. Leur raisonnement? La conviction que certains individus seraient mieux derrière les barreaux, quelle que soit la vérité. Le nom de Whittaker y était mentionné. Celui de Hawthorne y était mentionné. Leurs propres mots, trahissant leur intention, furent exposés devant toute la salle d'audience. La réaction fut immédiate. Les murmures du jury se transformèrent en véritables chuchotements de choc. La presse, assise au fond de la salle, griffonnait furieusement, leurs stylos grattant le papier, alors qu'ils capturèrent ce moment historique. Les officiers de justice, dont certains avaient passé des années dans ce bâtiment, se regardèrent, incertains de ce dont ils étaient témoins. Whittaker se précipita en avant, sa voix s'élevant en qualifiant le procès-verbal de frauduleux, mais Malcolm était déjà prêt. Il produisit un autre document, une vérification officielle, confirmant l'authenticité du procès-verbal. Et puis, pour la première fois, Hawthorne vacilla. Sa main tressauta contre le marteau. Sa mâchoire se crispa comme s'il essayait de contenir la panique qui commençait à lui monter le long de la colonne vertébrale. Il tenta de la masquer, forçant une déclaration se demandant si une telle transcription avait une véritable incidence sur l'affaire en cours. Mais les mots n'avaient aucun poids. Il avait déjà perdu la salle. Puis vint le coup final. Marcus tendit la main vers un deuxième dossier, celui-ci plus fin que le premier, mais beaucoup plus accablant. Sans hésitation, il plaça une clé USB devant le tribunal et la tendit à l'huissier, qui se dirigea vers l'écran multimédia sans attendre la permission. La vidéo joua, la salle d'audience étrangement silencieuse, tandis que la voix de Hawthorne remplissait l'espace. C'était un enregistrement, granuleux mais sans équivoque, de lui parlant avec Whittaker dans son cabinet. Leur conversation, bien que décontractée sur le ton, était tout sauf innocente. Ils parlèrent du procès d'Elijah Carter comme s'il était prédéterminé. Ils rirent de la façon dont le processus de sélection du jury avait été géré. Ils parlaient de généralisations déshumanisantes à propos de certains types d'accusés. Puis la phrase qui brisait toute illusion restante. « Nous savons tous les deux que ces affaires ne sont pas une question d'innocence ou de culpabilité », déclara la voix de Hawthorne. Il s'agit de leur rappeler qui est vraiment aux commandes. La salle explosa. Le souffle collectif du jury s'arrêta alors que la réalité de ce qu'ils venaient d'entendre s'installait. La presse, silencieuse un instant de plus, explosa en mouvement. Les journalistes se saisissant des caméras, certains d'entre eux se précipitant déjà vers la porte pour raconter ce qu'ils venaient d'observer. Les spectateurs, dont beaucoup avaient passé des années à regarder le système judiciaire échouer dans cette même salle, murmuraient avec incrédulité. Hawthorne n'avait plus le contrôle. La présence autrefois imposante derrière le banc semblait maintenant plus petite, ses doigts agrippant les accoudoirs comme si la chaise sous lui bougeait. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Il n'y eut aucun rejet assez fort pour effacer ce qui venait d'être joué. Aucune autorité ne pouvait faire taire la vérité une fois qu'elle avait été dite. Marcus se tourna vers Malcolm, le poids de la victoire s'installant entre eux. C'était fini. Le juge qui les avait moqués, rabaissés, déformé toutes les règles pour les écraser, était maintenant celui qui cherchait une échappatoire. Mais il n'y en avait pas. Plus maintenant.
Les conséquences furent immédiates. La vidéo, crue et accablante, se répandit comme une traînée de poudre au-delà des murs de la salle d'audience. En quelques minutes, la vidéo avait atteint les analystes juridiques, les journalistes et les fonctionnaires postés juste à l'extérieur, leur téléphone bourdonnant sous le poids de ce qu'ils venaient d'observer. Les stations d'information se mirent à couvrir l'affaire en direct, les gros titres défilant sur les écrans, tandis que les commentateurs s'efforçaient de suivre l'ampleur de la révélation. Le juge Samuel Hawthorne, autrefois une figure intouchable du système judiciaire, n'était plus un homme de pouvoir, mais un homme sous surveillance. Dans la salle d'audience, le changement d'atmosphère était indéniable. Le juge autrefois redouté était assis immobile, la peau pâle sous les lumières fluorescentes. Ses mains, qui avaient si souvent manié le marteau avec une autorité absolue, restèrent immobiles, ses doigts agrippant à peine le bois poli devant lui. Les murmures du jury devinrent plus forts, le poids de leurs décisions ne reposant plus sur des faits déformés, mais sur la vérité indéniable qu'ils venaient d'entendre de leurs propres oreilles. Les spectateurs, dont beaucoup avaient assisté à procès après procès sous la poigne de fer de Hawthorne, échangèrent des regards étonnés, certains secouant la tête, d'autres luttant pour contenir leurs émotions. Les responsables juridiques postés dans la galerie ne perdirent pas de temps. Certains sortirent, chuchotant avec urgence dans leur téléphone, réclamant une révision immédiate des décisions passées de Hawthorne. L'affaire en cours ne concernait plus seulement Elijah Carter, mais tous les individus qui s'étaient déjà présentés dans cette même salle d'audience, dont la voix avait été réduite au silence sous le poids d'un système conçu pour les réprimer. Les murs du pouvoir qui avaient résisté sans contestation pendant des années commençaient enfin à se fissurer. Cette fois, le marteau ne s'abattit pas pour faire taire le chaos. La voix de Hawthorne, autrefois ferme et pleine d'autorité, lui fait défaut. Il essaya de se ressaisir, se déplaçant sur son siège comme s'il voulait reprendre le contrôle de la salle, mais il n'y avait plus de contrôle à saisir. Il se tourna vers Whittaker, mais le procureur s'enfonçait déjà dans son fauteuil, son expression vidée de sa bravade habituelle. Les hommes qui avaient autrefois dicté les règles du jeu en étaient désormais les victimes. De l'autre côté de la salle, Malcolm et Marcus étaient assis dans un silence absolu. Leur victoire n'était pas une célébration, mais une affirmation. Ils n'avaient pas gagné par la tromperie ou la théâtralité, mais par la patience, la stratégie et une foi inébranlable en la vérité. Ils n'avaient pas seulement défendu leurs clients, ils avaient démantelé tout un système de corruption. Ils avaient fait ce que tant d'autres, avant eux, n'avaient pas eu la chance de faire. Le jury, maintenant pleinement conscient de la manipulation qui avait entaché le procès depuis le début, rendit rapidement son verdict. Il n'y eut aucune hésitation, aucune délibération nécessaire. Les mots résonnèrent clairement dans la salle. Non coupable. Elijah Carter, qui avait passé tout le procès coincé sous le poids d'un système injuste, s'autorisa enfin à respirer. Il expira brusquement, ses épaules tremblantes alors que la réalité s'installait. Il était entré dans cette salle d'audience en sachant que la vérité seule ne le sauverait pas, que la bataille pour sa liberté n'était pas une bataille de fait, mais une bataille pour savoir qui détenait le pouvoir de les décider. Et pourtant, contre toute attente, la justice avait prévalu. Hawthorne réagit à peine. Il n'y eut pas d'explosion, pas de tentative finale de reprendre le contrôle. Le verdict l'avait dépouillé de toute l'autorité qu'il avait autrefois détenue. Les murmures dans la galerie cédèrent la place à autre chose. Des applaudissements, d'abord discrets, puis de plus en plus nombreux, résonnant dans la salle comme un règlement de compte attendu depuis longtemps. Le personnel de sécurité, déjà alerté par les fonctionnaires, qui étaient sortis plus tôt, entra dans la salle d'audience avec une efficacité calculée. L'officier en chef, un homme qui s'était autrefois tenu consciencieusement sous le banc de Hawthorne, s'adressa à lui avec une autorité mesurée. La révision de ses décisions passées avait été officiellement ordonnée. Hawthorne serait tenu de démissionner immédiatement en attendant une enquête officielle sur une mauvaise conduite judiciaire. Pour la première fois de sa carrière, le juge n'était plus celui qui rendait le jugement. C'était lui qui le subissait. Malcolm et Marcus se levèrent de leur siège, le poids du moment s'abattant sur eux alors qu'ils se tournèrent vers Elijah, l'homme pour lequel ils s'étaient battus. Sa gratitude était inexprimée, mais dans ses yeux, il voyait le reflet de tous les hommes innocents qui s'étaient déjà tenus
dans une salle d'audience comme celle-ci, qui avait déjà été réduite au silence sous l'autorité d'hommes comme Hawthorne. Ce n'était pas une simple affaire, c'était un changement, une fissure dans les fondations d'un système qui avait trop longtemps tenu des hommes comme Elijah coupable, avant même qu'ils n'aient prononcé un mot. Ils n'attendirent pas de voir Hawthorne quitter le banc. Sa chute était déjà en marche, emportée par la force d'une vérité trop puissante pour être contenue. Au lieu de cela, ils se dirigèrent vers les portes, le poids de leur triomphe ne reposant pas sur leurs pas, mais sur ce qu'ils avaient mis en mouvement. Dehors, le monde avait déjà changé. Les journalistes envahissaient les marches du tribunal, les caméras clignotaient, les micros levés, les voix réclamant une déclaration. L'histoire s'était répandue au-delà des limites du procès. Les gros titres portèrent désormais le nom de Hawthorne, avec des accusations qui ne pouvaient être ignorées. Marcus jeta un coup d'œil à Malcolm, un sourire narquois jouant au bord de ses lèvres. Il se demanda si le juge doutait toujours de leur crédibilité. Malcolm, toujours calme, tourna à peine la tête avant de répondre. Il n'y avait plus aucun doute. L'homme qui avait passé sa vie à juger les autres venait d'apprendre la leçon la plus importante de toutes. Alors qu'ils descendaient les marches du tribunal, la ville se déplaçait autour d'eux, observant, écoutant, attendant ce qui allait suivre. Derrière eux, Hawthorne fut emmené pour être interrogé. Sa présence autrefois imposante réduite à celle d'un autre homme confronté à la justice. Le combat n'était pas terminé. Il le savait. Mais pour la première fois, le système qui avait essayé de les briser avait ressenti le poids de son propre jugement. Et il ne faisait que commencer